Bonjour à tous. Je suis maintenant dans une reproduction à taille réelle de la cabine sphérique du submersible habité Fendoje. La vraie cabine n'est pas aussi vide. Pendant la plongée à 10 000 mètres de profondeur, on était trois serrés dans ce petit espace. Maintenant, je peux disposer mes pieds comme ça, mais comment faire quand on est trois à l'intérieur? Avec des collègues, on va vous montrer. En entrant dans la cabine, le pilote principal s'assoit d'abord normalement, puis ceux à gauche et à droite glissent leurs pieds dans l'espace sous ses jambes. En fait, c'est très inconfortable de rester ainsi tout le temps. Alors, que fait-on quand on a besoin de se dégourdir les jambes? On fait comme ça. La taille présente un avantage. Cette cabine est très généreuse avec moi. Le processus de plongée au-delà des 10 000 mètres de profondeur a duré plus de 10 heures et on n'a pris qu'un seul repas, à midi, à savoir des nouilles frites. On est entré le matin en apportant notre déjeuner et on l'a placé à cet endroit. Ici, les équipements génèrent beaucoup de chaleur, donc notre repas était encore chaud à midi. Être à 10 000 mètres de profondeur, c'est merveilleux, mais déguster des nouilles frites l'est également. Vous pouvez voir ces écrans de contrôle et panneaux de commande dans la cabine. Ces équipements constituent le système de contrôle qu'on appelle cerveau intelligent du submersible. On l'a développé avec mon équipe. Au fur et à mesure de la descente, la pression sur le submersible augmente. Lorsqu'il atteint le fond de la mer, il supporte une pression égale à celle d'une voiture sur une surface aussi petite qu'un angle. Le système surveille en permanence les données de l'ensemble du submersible. Lors des recherches scientifiques des fonds marins, nos exigences sont très élevées en matière de précision. Nous avons vu des roches et des spécimens biologiques. Il fallait faire des prélèvements. J'ai approché ma tête du hublot principal en tenant cette manette pour contrôler les mouvements. Avant, arrière, gauche, droite, descente, montée, inclinaison vers l'avant, inclinaison vers l'arrière. Quand le bathyscaphe était dans l'obscurité, on a vu plein de belles créatures lumineuses à l'extérieur. On aurait dit des météores traversant le ciel nocturne, c'était magnifique. Non seulement l'océan donne la vie, mais il est également riche en ressources pétrolières, gazières et minérales. Seuls 5% des fonds marins ont été explorés par l'homme. Il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir. Bonjour à tous, bienvenue à Magistral, je suis votre hôte Sabening. Bienvenue à tous. Lorsqu'on étudie la géographie à l'école, on apprend où se trouve l'endroit le plus profond jamais mesuré à ce jour. C'est dans les abysses, la fosse des Mariannes. Là-bas, la pression est élevée, les températures basses et l'obscurité règne. C'est un royaume inconnu et mystérieux. Pour un pays, s'y rendre signifie qu'il est à la pointe de l'humanité en termes de recherche scientifique. Les scientifiques chinois sont descendus dans la fosse des Mariannes dans leur propre submersible habité. Ce dernier peut atteindre 10 000 mètres de profondeur. Nul autre que ce bathyscaphe chinois ne peut accueillir autant de personnes à son bord. Quel est son nom? Tout à fait. C'est aujourd'hui le sujet de notre émission. En plus des 4 représentants de la jeunesse sur notre plateau, nous avons aussi invité 6 internautes en visioconférence. Applaudissons-les. Aujourd'hui, notre invité est un scientifique. Il a non seulement effectué un des essais à 10 000 mètres de profondeur, mais il est aussi le concepteur du cerveau intelligent du bathyscaphe. Accueillons notre invité du jour, Zhao Yang, chercheur de l'Institut d'automatisation de Shenyang et membre de l'Académie chinoise des sciences. Applaudissons-le.
Bonjour, monsieur Zhang. Bonjour. Merci, veuillez vous asseoir. Je viens de dire que vous avez conçu le cerveau intelligent du Fendojie, c'est bien ça? C'est exact. On l'appelle le système de contrôle et on le surnomme cerveau intelligent du submersible habité. Je vois. C'est-à-dire qu'il contrôle toutes les actions du submersible, y compris les transmissions de données. Oui, nous sommes responsables du contrôle des équipements, du contrôle des fonctions de mouvement et de l'exécution de diverses opérations d'échantillonnage. Jetons un coup d'œil sur le grand écran. Voyons à quoi ressemble le Fendojie qui a emmené M. Zhang et ses collègues au fond de la mer. Vous l'avez sûrement vu aux infos, cet énorme submersible à 3 couleurs, rouge, blanc et vert. C'était pour la vidéo qu'on a prise à ce moment-là. On a choisi le vert parce que c'est plus voyant sur les fonds marins. Ainsi, on distinguait mieux le Fendojie qui atteignait les profondeurs. Sur cette photo, on peut voir qu'il y a 2 perches motorisées en haut. Les caméras y sont fixées. C'est grâce à elles qu'on a pris de magnifiques images des fonds marins. Plus bas se trouvent 2 bras robotiques avec la grille d'échantillonnage devant. Quand on voit de face, on remarque 3 hublots d'observation. Ils permettent à chaque personne à bord d'observer le fond marin. Dessous, il y a des trous ronds. Ce sont les sorties des canaux des propulseurs verticaux. Comment le Fendojie se déplace-t-il dans l'eau? Ce sont les propulseurs qui lui permettent de se mouvoir dans toutes les directions. Vous avez participé à la 5e plongée profonde. Sur les 8 descentes à 10 000 mètres, j'ai participé à la 5e. Dans ces 8 missions, on est allé respectivement dans 2 zones. Le point le plus profond mesuré de la fosse des Mariannes s'appelle Challenger Deep. Selon les détections, la fosse se divise en 3 zones distinctes: l'occidentale, la centrale et l'orientale. Certains scientifiques américains et chinois pensent que la dépression occidentale est la plus profonde, mais des scientifiques japonais estiment que c'est la zone orientale. Donc, on est d'abord descendu 4 fois dans la zone occidentale. Les 4 premières? Oui. Jusqu'à quelle profondeur? 10 907 mètres. Après avoir exploré la partie ouest, on était prêt à plonger dans la zone orientale. Les médias couvraient l'événement en direct. J'ai eu le privilège de faire la première plongée dans la zone est. Je me souviens que c'était le 10 novembre 2020. Jusqu'à quelle profondeur êtes-vous descendu? Lors de la descente, on ne savait pas qu'on atteindrait l'endroit le plus profond, tout était inconnu. On a eu de la chance car quand on a vérifié, on a appris qu'on était à 10 909 mètres de la surface. Jamais des Chinois n'avaient été aussi loin. Je pense qu'en tant que scientifique, le plus grand bonheur n'est pas seulement de pouvoir relever un défi dans le domaine de l'exploration des abysses, mais aussi de piloter un bathyscaphe conçu par l'équipe qu'on dirige. L'état d'esprit est complètement différent. Le moment est maintenant venu d'écouter le discours de M. Zhang. Je suis très heureux de vous raconter aujourd'hui l'histoire de ma participation aux essais en mer et au développement du Fendojie. Dans les reportages des médias, on entend souvent une voix sortir de l'écran.
Témoin de cette opération, je prenais une magnifique vidéo avec mon téléphone portable dans la cabine. C'est dans ce contexte que ces quelques phrases ont été prononcées. Pendant ce temps, on nous interviewait à distance. Le journaliste a posé 3 questions. Le pilote principal a répondu à la première et moi à la deuxième. Comme la communication n'était pas très bonne, on n'entend pas clairement ce que je dis. Pour la 3e question, on a dit au pilote bâbord « C'est à toi de parler ». Dans la hâte, il a dit ceci. Le fond océanique à 10 000 mètres de profondeur est incroyable. 妙不可言，希望我们能够通过奋斗者的画面，向大家展示万米的海底。完毕。En raison des conditions limitées, on ne pouvait pas en montrer plus au public à ce moment-là. Aujourd'hui, je peux vous raconter concrètement les merveilles des fonds océaniques. Lorsque le Fendoje est entré dans l'eau, de nombreuses bulles d'air se sont formées autour de lui, comme s'il tombait dans un verre de boisson gazeuse. Ensuite, on a commencé l'injection d'eau et le bathyscaphe a rapidement amorcé sa descente. Au cours de celle-ci, la lumière faiblissait. Quand on était à 200 mètres de profondeur, il faisait noir à l'extérieur. À travers les hublots d'observation, on voyait de nombreuses créatures bioluminescentes. On aurait dit des étoiles filantes dans le ciel nocturne. À 2 km de profondeur, on n'en voyait plus. C'était le silence dans la cabine. On ne faisait que regarder le profondimètre afficher une valeur de plus en plus grande. Le temps est vite passé. On a ensuite entendu une alerte vocale. À cette annonce, on savait qu'on était presque arrivé. On a allumé les lumières et cherché le fond en regardant à travers les hublots latéraux. Alors qu'il entrait en contact avec le fond, le Fendoje a mis tout autour de la matière en suspension. C'était comme si on se trouvait dans un vaisseau spatial posé à la surface d'une autre planète. C'était enthousiasmant. Les Chinois étaient enfin arrivés là. Peu à peu, on arrivait à voir le paysage. Le fond océanique est jaune pâle et recouvert de sédiments vieux de centaines de millions d'années. Pour nous, cette couche était plus précieuse que l'or. On avait donc hâte de faire fonctionner le bras robotique et de prélever 2 tubes de sédiments. Ensuite, on a piloté le Fendoje et on a avancé au loin. Chemin faisant, il mettait parfois de la matière en suspension. On avait l'impression de voler à travers les nuages. On a constaté qu'à 10 000 mètres de profondeur, le fond océanique n'est pas stérile, mais plein de vie. Regardez, voilà à quoi ressemble le concombre de mer à cette profondeur. Tout son corps est transparent. On peut voir les intestins à l'intérieur. Vous voyez ce qu'il y a dans le coin droit? Ce sont ses excréments. On a pris des échantillons biologiques et attrapé des concombres de mer. Ensuite, on a effectué une étude à grande échelle de la cible établie et on a trouvé le point le plus profond du fond océanique. Avant le déjeuner, on a été interviewé par un journaliste qui était à bord du vaisseau mère en surface. À sa demande, on s'est tous les 3 pris en photo avec notre repas, afin que toute la Chine puisse la voir. On avait des nouilles frites ordinaires. En fait, le choix du menu vient des expériences en submersible. On pensait que ce serait plus pratique dans un espace si exigu.
Être à 10 000 mètres de profondeur, c'est merveilleux, mais y déguster des nouilles frites l'est également. Après, on s'est dirigé vers les monts sous-marins. Au bout d'un moment, un énorme groupe de rochers, dont on ne distinguait pas les contours, est apparu devant nous. Vous avez entendu mes propos? En fait, on a cru que ces rochers flottaient dans l'eau. Bien sûr, ça m'a rappelé des scènes de films fantastiques où le sol flotte dans les airs. Comme leur surface était recouverte de sédiments et que la visibilité sous l'eau n'était pas très bonne, on a eu cette illusion, le pilote principal et moi-même, d'où notre étonnement. Mais à mesure que le Fendoje s'approchait lentement, on a pu voir clairement que ces rochers reposaient sur le fond. Ils sont dans une zone de fracture formée sous l'effet de subduction de deux plaques tectoniques. Ils sont d'un grand intérêt pour les scientifiques qui peuvent analyser la composition de ces roches, déterminer leur âge et vérifier efficacement la théorie de la tectonique des plaques. Ces roches sont si grosses que le manipulateur ne pouvait en ramasser que de plus petites. On a donc passé beaucoup de temps à en chercher pour les mettre dans la grille d'échantillonnage. Il ne nous restait ensuite plus qu'une demi-heure avant la remontée. On s'est rapidement rendu au point prévu en suivant ces coordonnées. Ensuite, on est remonté à la surface. Vers 17 h, heure de Beijing, nous étions de retour sains et saufs au vaisseau mère et sommes sortis de la cabine sans encombre. Cette plongée profonde a été un succès complet. Là, on me voit sortir de la cabine. L'opération a été une réussite totale. De nombreux pays tentent d'atteindre une profondeur de 10 000 mètres. Cependant, c'est très difficile de développer un submersible habité capable d'aller dans tous les océans. Dans ce projet, mon équipe était responsable du développement du système de contrôle. Il s'agit d'un élément crucial, extrêmement important, d'un bathyscaphe. Il peut collecter des données prises par toutes sortes de capteurs, faire fonctionner divers équipements et contrôler les mouvements du submersible. Il a d'autres fonctions, telles que la surveillance de la surface de l'eau, la navigation d'urgence, etc. Étant donné les exigences opérationnelles pour les plongées à plus de 10 000 mètres, le système de contrôle est confronté à plusieurs défis importants. La cabine sphérique du Fendoje est environ un tiers plus petite que celle de ses prédécesseurs. On pourrait se demander pourquoi ne pas avoir fait plus grand. Si on augmente le volume de la sphère, pour résister à l'énorme pression qui règne par 10 000 mètres sous le niveau de la mer, il faut accroître son épaisseur. En conséquence, il faut aussi augmenter la présence de matériaux flottants. Ainsi, le poids total du submersible habité dépasserait largement les spécifications de conception. La cabine est devenue plus petite, mais elle peut toujours accueillir 3 personnes. Le volume habitable ne peut pas être réduit, on ne peut que diminuer celui des équipements du système de contrôle. Mais jusqu'à quel point? Avant, on pouvait acheter des équipements industriels matures sur le marché, mais on ne pouvait plus le faire pour le Fendoje. Par exemple, on ne pouvait pas faire passer un moniteur de 19 pouces par l'écoutille. On devait donc faire nous-mêmes la recherche et le développement. On en a fixé les objectifs.
On a également déterminé les paramètres de contrôle. Le prototype achevé, tous les équipements ont posé des difficultés pendant les tests. C'est ce que j'appelle, avec mes mots, se retrouver au fond du trou. Nos efforts nous ont permis d'en sortir et nos équipements étaient enfin aboutis et utilisables. Laissez-moi vous donner un exemple. Dans la cabine habitée, il y a un équipement central de contrôle appelé module d'acquisition d'informations. Il est responsable de la collecte de près de la moitié des données des capteurs du système de contrôle. Nos efforts continus ont permis son développement. Son volume est le 5e et son poids le tiers de ceux des modules industriels. De plus, ses performances sont stables. Lors d'expériences en mer, d'autres confrères m'ont demandé pourquoi notre module d'acquisition est-il si stable et fiable. J'étais très fier de dire qu'on l'avait nous-mêmes développé. Le deuxième problème était le défi de la conception intelligente. En ce qui concerne ces fonctions intelligentes, notre équipe a eu une fois une idée folle. On a pensé que ce que les voitures autonomes terrestres peuvent faire, nos submersibles habités devraient le faire aussi. Dans le processus de recherche et de développement, à cause de la différence entre les environnements terrestres et marins, on a eu diverses difficultés. On a travaillé dur pour réaliser notre objet. Si on n'y arrivait pas, on réfléchissait de différentes manières, on changeait notre façon de penser et on s'efforçait de parvenir à nos fins. Certains s'interrogent. Comme le Fendoge est piloté par des océanautes, pourquoi concevoir des fonctions intelligentes? Vous pouvez imaginer le Fendoge comme une grosse boule d'acier plongeant au fond de la mer à une vitesse d'1 mètre par seconde. Si le pilote ne trouve pas le fond marin à temps, on le heurterait. Les conséquences seraient inimaginables. Donc, éviter ça est un point très important de la conception. On a conçu au total 3 appareils de mesure de l'altitude par rapport au fond marin. Pendant le processus, des interférences peuvent fausser les résultats de mesure. Si l'océanaute devait les interpréter seul, la grande quantité de données à analyser en même temps exercerait sur lui une forte pression. Ce système collecte les données de ces 3 appareils. Il peut identifier et filtrer les données correctes pour mesurer l'altitude et informe le pilote par message vocal. 多普勒已探测到海底，请关注离底高度。 De cette façon, la charge de travail de l'océanaute est considérablement réduite. Lorsqu'il travaille dans les profondeurs, il peut bien connaître l'état de santé du Fendoge. Le prochain défi est la précision. En effet, il faut attraper des créatures, des crevettes, prendre des échantillons de roches. Si le submersible n'est pas bien stable, ce serait comme effectuer ce travail assis sur une balançoire en mouvement. Donc l'objectif de précision était très clair. On pensait qu'atteindre le niveau de précision de contrôle du Jiaolong serait déjà une énorme percée. En utilisant les capteurs ayant le même pouvoir de résolution, la marge d'erreur aurait été plus grande. Le Jiaolong les utilise à une profondeur de 7000 mètres, mais à 10 000 mètres, ils auraient été moins performants. On a maintenu la même précision que le submersible habité précédent, ce qui est une amélioration en soi. C'était donc un grand défi pour nous. En quoi ce dernier consistait-il? Lorsque le projet a été établi,
on n'osait pas continuer à améliorer les indicateurs techniques du système de contrôle. D'une part, on devait réduire la marge d'erreur des capteurs et d'autre part, il fallait comprendre les caractéristiques des mouvements du submersible habité. Lors d'une descente à plus de 10 000 mètres, il fait froid dans la cabine. Mais lors du test en bassin, la cabine présentait un environnement de travail avec une température élevée et une forte humidité. Chaque test en bassin durait 12 heures. Les gens en ressortaient trempés. Mes collègues ont mené une vingtaine de tests consécutifs dans cet environnement. Ça a constitué une très bonne base pour obtenir des résultats de haute précision lors des descentes à plus de 10 000 mètres. On était stupéfaits lors de notre retour au vaisseau mère pour analyser les données après avoir essayé cette fonction de contrôle automatique sur le fond marin. Comment se faisait-il que les indicateurs et la précision du système de contrôle s'étaient tant améliorés? On changeait d'ordre de grandeur. Cela nous a donné une leçon. Ne vous contentez jamais de la situation actuelle, faites de votre mieux pour résoudre les problèmes. En fait, au cours du développement de l'ensemble du projet, ce n'est pas seulement notre système de contrôle qui a fait des percées technologiques. Tous les systèmes du submersible habité, tels que le système global, le système structurel, le système hydraulique, le système de contrôle électronique, le système acoustique, ont tous présenté des défis à relever. Tous ont travaillé jour et nuit pour résoudre les problèmes clés. Chaque équipe a également réalisé ses propres percées et succès technologiques. C'est la combinaison de ces systèmes aboutis qui a forgé le grand succès du bathyscaphe. Le nom de Fendozhe, qui veut dire « combattant » en chinois, incarne l'esprit de la recherche scientifique. Avec la mise en œuvre de la stratégie nationale visant à faire du pays une puissance maritime, le rythme de l'exploration et du développement en eau profonde de la Chine s'accélère progressivement. À l'avenir, nous développerons des équipements de recherche scientifique plus avancés pour contribuer à la construction de la puissance maritime de la Chine. Merci à tous. Merci, Monsieur Dant. Merci à tous. Veuillez vous asseoir. Merci. Grâce à votre discours, nous avons une profonde compréhension de l'ensemble de la descente ainsi que des essais. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la photo où on vous voit tous tenir une boîte à lunch. Outre les nouilles frites, il y a un œuf sur le plat. Oui, on en avait un chacun. Ils étaient bons. Des œufs sur le plat que l'humanité a emmenés au plus profond de l'océan. Sur WeChat, j'ai vu toutes sortes de photos gastronomiques postées par des jeunes. Maintenant, tout le monde a cette habitude. Lors d'un repas, une fois les plats servis, ne bougez pas. On sort son téléphone portable et on prend une belle photo. Si elle est ratée, les gens se moquent de vous. La photo de tout à l'heure est un selfie pris à l'endroit le plus bas sur la planète. Mais c'est du haut niveau. Lors de votre discours, les membres du public ont écrit des questions. La première. Était-ce difficile d'attraper ce concombre de mer? Pouvait-il s'enfuir? Je pense que non. Depuis des générations, personne n'en avait attrapé. Il ne pouvait se douter qu'un jour, un bras robotique viendrait le capturer à plus de 10 000 mètres de profondeur. Les concombres de mer vivant à cet endroit ont-ils des prédateurs naturels? Dans l'océan, toute chaîne alimentaire est équilibrée. Chaque créature a son ennemi naturel. Lorsqu'on est descendu à 10 000 mètres de profondeur, on n'en a pas vu pour le concombre de mer. Il est possible que des bactéries ou autres lui nuisent.
En haute mer, surtout à plus de 10 000 mètres de profondeur, les poissons ne peuvent pas survivre. Leur limite est à environ 8 000 mètres. Le poisson le plus profond observé à ce jour est un Liparidae. Sur les fonds océaniques à 10 000 mètres de la surface, on trouve surtout 3 types de concombres de mer, des crevettes et des polychètes. Celui-ci a beaucoup de pieds, tout comme un mille-pattes. Oui, le blanc, c'est un polychète. On voit aussi des coquillages sur cette photo. On ne sait pas s'ils ont coulé au fond de l'océan ou s'ils vivent simplement là. Il y a une éponge tout en longueur. C'est une espèce qui vit sur les fonds océaniques. Le concombre de mer a essayé de s'enfuir? Il faut que j'explique. En fait, on a trouvé qu'il était très agile. D'après moi, les concombres de mer des abysses sont plus flexibles que ceux en mer peu profonde. Je pense que c'est peut-être parce qu'ils vivent dans l'obscurité. Il suffit au toucher pour percevoir le monde. Ainsi, lorsque notre manipulateur s'est approché, il s'est recroquevillé pour faire de rapides mouvements. Il nageait comme ça. Il allait très vite. C'est au tour de nos 4 représentants de la jeunesse. Qui commence? Bonjour à vous deux. En août 2020, grâce aux efforts de mon professeur, j'ai eu la chance de participer à la mission de recherche scientifique en mer de Chine méridionale et je suis la première étudiante en 3e cycle à avoir fait une plongée à bord du Shenhai Yongshi. Vous êtes allé jusqu'à quelle profondeur? Plus de 700 mètres. Comparé à Monsieur Zhao, c'est insignifiant. C'est bien mieux que nous. Vous nous avez parlé des messages vocaux issus de la conception intelligente. Il n'y en a pas dans le Shenhai Yongshi, donc je vous envie. Je voudrais vous demander quels autres changements et améliorations ont été apportés à la cabine de Fendozhe par rapport à celle de Shenhai Yongshi. Pouvez-vous nous en parler un peu? Notre bathyscaphe a bénéficié de l'expérience de ses prédécesseurs. Quand on regardait par le hublot d'observation, on voulait en même temps connaître certaines données. Il fallait relever la tête pour regarder l'écran, ce qui est très incommode. On a donc conçu un nouvel aménagement avec un écran d'affichage rapide sous le hublot. Sur cet écran, vous pouvez voir certaines données clés, notamment la profondeur, l'altitude, le cap, etc. Il y a aussi les couleurs d'affichage des logiciels de contrôle. Si le fond d'écran est trop clair, il éblouit dans un environnement obscur. On a donc réglé les écrans sur un ton sombre. Lorsque vous êtes sous l'eau, ce n'est pas trop lumineux. Sinon, ça fatigue les yeux. C'est vraiment le souci du moindre détail. Nos recherches avancent constamment. Les résultats obtenus par le Fendozhe serviront pour d'autres submersibles à l'avenir. En même temps, nous essaierons d'ajouter des fonctionnalités de plus en plus avancées. De cette façon, notre technologie de contrôle continuera à se développer. L'efficacité du contrôle de nos submersibles s'améliorera. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué tout à l'heure, au-dessus du hublot, il y a une boîte de mouchoirs à l'envers. Oui, Je me suis dit que c'était pour sécher vos larmes au cas où l'émotion serait forte. laissez-moi vous expliquer. La température à une profondeur de 10 000 mètres est assez basse. Quand on respire, on ne cesse de rejeter de la vapeur d'eau. Elle se condense beaucoup sur les surfaces. L'eau s'égoutte parfois sur les sièges et les équipements, et le hublot s'embue facilement. Il est donc pratique de pouvoir essuyer tout ça avec des mouchoirs en papier.
Vous avez dit tout à l'heure que les fonds océaniques sont incroyables à 10 000 mètres de profondeur. Je tiens à dire qu'ils sont tous merveilleux. Bienvenue à tous dans la grande famille de la recherche marine pour apporter votre contribution à la construction de la puissance maritime de la Chine. Merci. Merci. Au suivant. Bonjour. Aujourd'hui, M. Zhao nous a raconté l'histoire du Fendouge. J'ai emmené avec moi mon petit compagnon. Monsieur Zhao, à votre avis, ça ressemble à quoi? À une Raymanta. En fait, il s'agit d'un robot bionique pour eau profonde développé par notre équipe. Voilà pourquoi le matériau est transparent et mou. Nous l'avons placé à 3200 mètres de profondeur dans la mer de Chine méridionale et avons effectué un test de linge libre. Nous sommes également allés à la fosse des Mariannes pour tester les mouvements des nageoires à 10 900 mètres. À une telle profondeur, il y arrive? Oui. Pendant la conception de ce poisson robot, le module pilote était composé d'un matériau commercial provenant de l'étranger. Les tests en mer ont prouvé qu'il n'est en fait pas fiable. Plus tard, on a mis toute notre énergie dans la recherche et le développement indépendant de matériaux. Au final, on a réussi l'essai en mer et goûté à la douceur du succès. Les paramètres du matériau et les orientations en termes d'amélioration sont également sous notre propre contrôle. Ça nous donne un sentiment de sécurité. Monsieur Zhao, je voudrais vous demander comment vous voyez ce sentiment chez les scientifiques. D'où vient-il? La recherche et le développement indépendant sont difficiles et éprouvants. Mais c'est très utile. On tenait une assemblée générale une fois par mois en moyenne. En recherche et développement, certaines équipes progressaient plus vite, tandis que d'autres avaient d'énormes difficultés. La première, à faire face à la pression, est celle du système structurel. Je voyais que son responsable avait l'air grave en réunion. Ses membres communiquaient beaucoup à chaque fois. Ils étaient également anxieux quant à la suite du projet expérimental. Mais on devait faire de notre mieux pour résoudre le problème, et on a finalement réussi. Ce n'est que lorsqu'on maîtrise la technologie de base et qu'on développe des équipements capables de remplacer les produits étrangers qu'on peut se sentir en sécurité. Ce n'est qu'en maîtrisant la technologie de base qu'on peut maîtriser l'initiative du développement futur. Ce n'est donc pas seulement une question de sentiment de sécurité pour un scientifique, c'est peut-être lié au sentiment de sécurité pour un pays et une nation. Merci à vous deux. Merci. Le dernier. Sabening, Monsieur Zhao, bonjour. Je suis un photographe sous-marin, je m'appelle Zhang Fan. Mon travail habituel consiste à explorer le plancton en haute mer. J'ai apporté une vidéo. Je l'ai prise la nuit à Hainan en mai 2021. Waouh, où est la source de lumière? Ils la produisent eux-mêmes? En fait, nous sommes en permanence entourés des lumières de ces créatures. Vives et colorées, on peut les voir quand on éteint toutes les sources de lumière artificielle autour de nous. Ce qu'on voit maintenant est un cténophore. Son corps bioluminescent scintille. Ses couleurs oniriques attirent les proies vers sa bouche. C'est à quelle profondeur? C'est très peu profond, seulement une dizaine de mètres. Quel est votre record de profondeur? 65 mètres. Je portais 5 bouteilles de plongée sur mon dos. Il a fallu 2 heures de décompression pour retourner à la surface. C'est la limite pour le corps. J'aime les fonds marins depuis mon enfance. À 5 ans, j'ai fait un dessin intitulé « La mer et le ciel ». L'océan est mon rêve depuis petit. Maintenant, je l'ai réalisé. Je crois que la carrière de chacun est liée à son rêve d'enfance. J'aimerais vous demander, quel était votre rêve? J'ai un fort intérêt pour le monde inconnu depuis que je suis enfant. À cette époque, je lisais des magazines, on n'avait pas autant de dessins animés qu'aujourd'hui. J'aimais lire des magazines de science-fiction. Notre professeur nous a demandé quel était notre rêve. J'ai répondu que je voulais être scientifique pour explorer les mondes inconnus.
Ensuite, grâce à mes inlassables efforts, je suis entré à l'Académie chinoise des sciences. En faisant des recherches sur la robotique sous-marine, j'ai l'impression de poursuivre mon rêve. Je ne sais pas si vous le savez, mais Monsieur Zhang ne s'est pas toujours prénommé Yang. En fait, à ma naissance, je m'appelais Zhao Changhai, conformément à ma place dans la famille. Mais ma mère estimait que Hai, la mer, n'était pas aussi grand que Yang, l'océan. À cette époque, les noms de chacun étaient relativement simples, alors ils m'ont simplement appelé Zhao Yang. Je pense donc que la décision de ma mère a eu une forte influence sur moi et ma carrière. C'est le destin. Mon rêve d'enfant était de devenir océanographe. Mais à cause de mauvaises notes en mathématiques, c'est devenu impossible. Mais certains de mes rêves se sont réalisés. Maintenant, je peux présenter au public les créatures que je vois à travers cette forme d'art. J'ai hâte de découvrir un plus beau monde sous-marin à travers vos yeux. Merci. Merci. J'ai parlé de stratégie et d'objectifs en haute mer. Je me souviens de ce que le président Mao a dit avec beaucoup d'audace à l'époque. Allez dans le ciel pour décrocher la Lune et descendez dans les 5 océans pour attraper des tortues. À cette époque, les Chinois avaient déjà lancé un si grand projet avançant vers l'avenir. Aujourd'hui, ces objectifs se réalisent grâce à plusieurs générations de scientifiques et notre objectif est d'aller encore plus loin. Explorer l'espace et les océans sont toujours notre rêve. Encore une fois, je voudrais remercier Zhao Yang pour son magnifique discours. Merci, à la prochaine.